Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le PDG suit une employée qui fait des doubles shifts et commande de la nourriture chez elle, il est choqué de découvrir. Dans les bureaux impeccables du siège social de North Cross Solutions, installé dans une tour de verre dominant le centre-ville de Chicago, le silence n'était troublé que par le bourdonnement discret des imprimantes et le cliquetis des claviers. Tout était propre, précis, calibré. Rien ne dépassait. Et à l'étage supérieur, derrière des parois en verre teinté, Jonathan Reed, 48 ans, PDG de l'entreprise, observait comme chaque lundi matin les rapports hebdomadaires sur la productivité du personnel. Jonathan était un homme de chiffres, de résultats et d'optimisation. Diplômé en économie et management stratégique d'Harvard, il dirigeait sa société comme on pilote une machine bien huilée. Il connaissait le coût moyen d'un shift à la minute près, la rentabilité au colis, la perte de productivité d'une pause prolongée, mais il ne connaissait ni les visages ni les histoires de ceux qui faisaient tourner ses entrepôts. Il n'en ressentait pas le besoin. Installé dans son fauteuil en cuir, il survolait les graphiques sur son écran tactile ultra fin. Rien ne le surprenait, des tendances stables, quelques retards prévisibles, et des pics d'activité liés à la fin de trimestre. Jusqu'à ce qu'un nom apparaisse à répétition, souligné en jaune par un analyste RH. Maria Bennett. 29 ans. Employée temporaire. Centre de distribution de Southside. Jonathan cliqua dessus. D'un simple geste, il fit apparaître l'historique de ses pointages. 12 heures. 14 heures. 16 heures. 5, parfois 6 jours par semaine. 0 absence. 0 retard. Aucun signalement. Il plissa les yeux. C'est une erreur du système ? Son assistant personnel, Thomas Ellis, un jeune cadre dynamique à la chemise toujours repassée, secoua la tête. Non, monsieur. C'est exact. Elle travaille des shifts doubles presque tous les jours. Elle est rapide, efficace, mais très discrète. Aucun incident signalé depuis son embauche. Et personne ne m'en a parlé avant ? Eh bien, elle n'a jamais demandé de promotion. Elle refuse même les pauses supplémentaires qu'on lui propose. On pourrait dire qu'elle passe inaperçue volontairement. Elle garde ses distances avec le reste de l'équipe. Jonathan resta silencieux. Une femme de 29 ans, temporaire, sans ambition apparente, mais qui se tue littéralement à la tâche sans jamais faillir ? Ce n'était pas courant. Cela déviait du profil type. Il cliqua à nouveau. Un autre détail attira son attention. Elle utilise notre système de livraison interne, demanda-t-il en fronçant les sourcils. Oui, monsieur. Mais elle paie tous ses colis avec sa propre carte. Elle envoie de la nourriture, des produits de première nécessité, à son domicile personnel. Ce n'est pas interdit, bien sûr. Beaucoup d'employés internes s'en servent. Jonathan tapota des doigts sur le bureau. Il n'y avait rien d'illégal. Aucun comportement fautif. Et pourtant, un malaise diffus le gagnait. Il y avait dans cette régularité une forme d'urgence silencieuse, de tension contenue. Comme si cette femme, qu'il n'avait jamais rencontrée, portait une vie entière sur ses épaules et que personne ne s'en était rendu compte. Dans sa tête, les chiffres se brouillèrent. Un nom venait de passer du statut de donnée à celui d'énigme humaine. Il murmura, presque pour lui-même. Ce n'est pas normal de tenir ce rythme sans craquer. Puis, se redressant, regard plus décidé. Thomas, je veux connaître son emploi du temps pour cette semaine. Et trouve-moi discrètement un moyen de suivre la prochaine livraison qu'elle s'envoie chez elle. Pas pour l'accuser. Pour comprendre. L'assistant hésita, surpris. Vous voulez dire, la suivre personnellement ? Jonathan croisa les bras. Exactement. Dans son regard, il n'y avait plus seulement la logique froide du PDG. Il y avait une lueur d'inquiétude humaine, rare et inattendue. Ce jour-là, sans vraiment le savoir, Jonathan Reed venait de sortir de sa tour d'ivoire. Le lendemain, sans informer personne, ni ses directeurs de département, ni même son fidèle assistant Thomas, Jonathan Reed décida d'agir seul. Il voulait voir. Il devait voir.
Il enfila un manteau sombre, échangea sa berline de luxe contre un véhicule banalisé de la flotte interne, et programma dans le GPS l'adresse de livraison récupérée discrètement via le système de traçabilité de l'entreprise. Il était près de 18 heures lorsque la camionnette chargée du colis de Maria Bennett quitta le centre de distribution de Southside. Jonathan la suivit à bonne distance, guidé par un mélange d'instinct, de culpabilité et de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'humanité brute. La ville changeait autour de lui. Les larges avenues bordées d'arbres cédaient place à des rues plus étroites, aux trottoirs fissurés. Bienvenue à West Englewood, l'un des quartiers les plus fragilisés de Chicago. Là où l'herbe poussait entre les fissures du béton, où les pancartes, fort sales, restaient des années plantées devant des maisons fatiguées, et où la pauvreté ne criait pas, elle survivait en silence. Jonathan roula lentement, les mains crispées sur le volant. Il n'avait jamais mis les pieds dans ce coin de la ville. Ce n'était pas son monde. Ce n'était même pas une carte qu'il consultait. C'était un autre univers. Un qu'il avait toujours survolé, de très haut. La camionnette s'arrêta enfin devant une petite maison en bois, au bout d'une allée défoncée. Les volets étaient écaillés, les marches du porche craquaient à vue d'œil. Une lumière pâle filtrait par la fenêtre de la cuisine. Dans une cour voisine, un chien famélique aboyait contre un passant invisible. Jonathan coupa le moteur et observa. Maria sortit quelques instants plus tard. Toujours en uniforme. Sa veste grise portait les traces d'une longue journée de travail, de fines traînées noires de poussière, des plis marqués. Elle avançait avec lenteur, presque en flottant. Pourtant, un sourire timide éclairait son visage, comme si le simple fait de tenir ce carton lui apportait un répit. Elle attrapa le colis, le pressa contre sa poitrine, puis se retourna vers la maison. Juste avant d'ouvrir la porte, elle s'arrêta un instant. Elle ferma les yeux, inspira profondément, et recomposa son sourire. Un sourire volontaire. De ceux qu'on garde pour protéger les autres. Jonathan sentit un pincement étrange au fond de la poitrine. Il descendit du véhicule, sans réfléchir. Il traversa la rue lentement, le pas hésitant. Une impulsion inexplicable le poussait. Ce n'était plus une simple curiosité. C'était comme s'il devait voir la suite, en témoin silencieux de ce qu'il n'avait jamais voulu regarder en face. Approché à quelques mètres, il jeta un coup d'œil par une fenêtre entr'ouverte. À l'intérieur, la scène le frappa comme une décharge. 3 enfants, 2 garçons et une fillette, étaient assis autour d'une table bancale, les coudes posés sur des cahiers et des crayons de couleur. L'un d'eux portait un sweat trop grand, troué au coude. La fillette toussait doucement, un doudou contre elle. Maria s'agenouilla au sol, à même le linoléum usé, et ouvrit le colis. Elle sortit un paquet de riz, une boîte de haricots, un petit sachet de légumes surgelés. Avec une douceur infinie, elle commença à leur préparer des assiettes simples. Pas de luxe. Pas de superflu. Juste le nécessaire. Mais chaque geste respirait un amour profond, silencieux, un engagement total à leur offrir un minimum de stabilité dans un monde instable. Jonathan sentit ses yeux le piquer. Il n'était pas habitué à ce genre de douleur. À ce genre de vérité nue. Il s'approcha, puis frappa à la porte. Un bref instant de silence. Puis des pas. Un froissement. La porte s'entr'ouvrit. Maria apparut dans l'embrasure, figée, les yeux écarquillés. Elle ne portait plus son sourire. Elle était surprise. Non, pétrifiée. Aime Monsieur Reed? Balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. Il ôta lentement sa casquette, comme un geste d'excuse. Son ton fut presque humble. Bonjour, Maria. Je suis désolée de venir ainsi. J'ai vu votre nom dans les rapports, et je voulais comprendre. Comprendre comment vous faisiez tout cela. Pourquoi vous vous effaciez. Et pourquoi vous vous envoyiez ces colis. Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard fuyait. On aurait dit qu'elle cherchait un abri dans son propre seuil de porte. Il lut dans ses yeux la peur d'avoir mal fait, la honte d'être vue, la fatigue qu'elle ne pouvait plus cacher. Je ne suis pas là pour vous juger, ajouta-t-il doucement. Elle ouvrit un peu plus la porte. Entrez, murmura-t-elle enfin, d'une voix fragile. Jonathan entra dans le petit salon, et aussitôt,
le contraste avec son monde à lui frappa ses sens. Les murs pâles, écaillés par endroits, étaient couverts de dessins d'enfants scotchés à hauteur d'yeux. Des soleils maladroits, des maisons aux toits rouges, des bonshommes bâtons aux sourires immenses. Le genre de dessin qu'on offre avec fierté à ceux qu'on aime quand on n'a que des crayons et de l'espoir. Une odeur de lessive bon marché flottait dans l'air, mêlée à celle du riz en train de cuire dans la cuisine. C'était propre, modeste, mais surtout vivant. Sur un canapé élimé, recouvert d'une couverture délavée, étaient posés des cahiers d'école cornés, des stylos sans capuchon, une boîte de craie brisée. Jonathan n'osait pas s'asseoir. Il restait debout, légèrement raide, mal à l'aise dans ce décor qui n'était pas le sien, et qui pourtant le touchait bien plus que toutes les salles de conférence qu'il avait traversées. Maria referma la porte derrière lui. Elle ne lui offrit pas de café. Elle n'avait rien à cacher derrière des politesses. Elle s'appuya contre le mur et parla d'une voix calme, basse, presque mécanique. Elle avait déjà raconté cette histoire, mais rarement à haute voix. Et jamais à un homme en costume de plusieurs milliers de dollars. Ces enfants sont mes neveux, dit-elle sans détour. Elle montra d'un geste discret les deux garçons qui jouaient à plat ventre avec des figurines, et la fillette qui dessinait, la langue entre les lèvres. Leur mère, ma sœur Tasha, est décédée il y a 10 mois. Un cancer du pancréas. Foudroyant. Elle n'avait même pas 34 ans. On a appris le diagnostic en mai. Elle est partie en juillet. Elle marqua une pause. Jonathan resta figé. Elle reprit. Leur père ? En prison. Trafic, violence domestique, il n'a jamais été fiable. Alors quand ma sœur est tombée malade, c'est moi qui ai tout pris en charge. Je n'ai pas hésité. Je les ai recueillis. Ce sont mes enfants maintenant. Elle sourit brièvement à la petite, qui leva les yeux vers elle, confiante, avant de se replonger dans son dessin. J'ai dû abandonner mes études. J'étais à quelques crédits de terminer un diplôme en comptabilité. Mais comment faire quand 3 enfants pleurent la nuit, qu'il faut préparer les déjeuners scolaires, payer les factures, répondre aux services sociaux ? Elle ne pleurait pas. Sa voix ne tremblait pas. Elle avait dépassé la fatigue, la peur, même la honte. Ce qu'il restait, c'était une détermination nue, silencieuse, solide comme du ciment. Alors je travaille. Autant que possible. Parfois, je ne dors que 3 heures. Mais je dois remplir le frigo. Je dois garder l'électricité allumée. Je dois payer l'inscription à l'école, acheter des chaussures, du papier, des médicaments. Elle soupira, et son regard se perdit un instant. Et le week-end, quand les supermarchés sont trop loin ou que je n'ai pas les moyens de prendre un bus, j'utilise notre plateforme logistique. Je me fais livrer à domicile ce que je peux payer. Riz, conserve, lait. Rien d'extravagant. Juste, de quoi tenir. Puis elle baissa les yeux. Pour la première fois, sa voix vacilla. Je sais que ce n'est pas l'usage prévu. Mais je n'ai jamais volé quoi que ce soit. Je n'ai jamais voulu enfreindre les règles. Je fais juste ce que je peux. Ce que je dois. Un silence lourd s'installa. Le bruit du radiateur grinçant, le rire lointain d'un enfant dehors, le froissement d'un crayon sur le papier, tout cela semblait prendre plus de place, soudain. Jonathan déglutit. Il n'était pas préparé à ça. Il avait cru venir pour vérifier un détail, une anomalie dans une feuille Excel. Il découvrait le quotidien d'une vie de sacrifice, une femme jeune qui, dans l'ombre, portait un fardeau que peu d'hommes, et encore moins d'hommes puissants, auraient eu le courage de soulever. Il observait Maria et se sentait petit. Non pas en taille, ni en statut, mais en vérité humaine. Elle n'avait ni diplôme terminé, ni réseau d'influence, ni compte épargne. Mais elle tenait debout. Et elle faisait tenir 3 enfants avec elle. Il inspira lentement. Je ne savais pas, murmura-t-il enfin. Je ne savais pas ce que vous viviez. Je vous remercie de me l'avoir dit. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait plus de hiérarchie. Plus de costumes. Plus de murs en verre. Il n'y avait que 2 êtres humains, dans une pièce trop petite, mais où la dignité prenait toute la place. De retour au siège, Jonathan Reed ne dit pas un mot à personne.
Il traversa le vaste hall en marbre du siège de North Cross Solutions sans remarquer les saluts des employés. D'ordinaire, il marchait d'un pas ferme, précis, toujours une longueur d'avance sur les autres. Ce soir-là, il semblait simplement, ralenti, comme si quelque chose de fondamental en lui avait cédé. Arrivé dans son bureau du dernier étage, il s'installa dans son fauteuil, éteignit les lumières et resta là, face à la baie vitrée, observant la ville sans vraiment la voir. La vue, pourtant spectaculaire sur les toits de Chicago, ne suffisait plus à flatter son ego. Il repensait à la maison de Maria. Aux dessins d'enfants. À leurs assiettes simples. Au silence courageux de cette femme. Il avait passé des années à croire que les entreprises se bâtissaient sur des prévisions, des chiffres, des taux de croissance, des modèles mathématiques. Mais cette femme, invisible sur ses graphiques, avait ébranlé toute son architecture mentale. Il repensa à une phrase que Maria avait dite presque machinalement. « Je fais juste ce que je peux. Ce que je dois. » Ces mots tournaient dans son esprit comme une prière. Il avait vu plus de leadership en elle qu'en bien des vice-présidents à qui il avait offert des stock options. Le week-end passa. Mais il ne dormit presque pas. Et lorsque le lundi matin arriva, Jonathan entra dans la salle de conférence avec une énergie neuve, une clarté brutale dans le regard. Il convoqua une réunion exceptionnelle, sans ordre du jour, avec les cadres des ressources humaines, les directeurs d'entrepôts, les responsables de la politique sociale, et même les représentants syndicaux. Tout le monde était là. Certains curieux, d'autres inquiets. Jonathan n'était pas connu pour les discours émotionnels. Encore moins pour l'improvisation. Il se leva, sans note. Et il parla. La semaine dernière, j'ai rencontré une de nos employées. Elle s'appelle Maria Bennett. Un murmure discret parcourut la salle. Peu d'entre eux savaient de qui il parlait. Elle est temporaire. Silencieuse. Elle travaille dans notre entrepôt de Southside. Elle a élevé seule 3 enfants qui ne sont pas les siens. Elle travaille des doubles shifts, presque tous les jours, et utilise notre système de livraison pour nourrir sa famille. Elle n'a jamais rien demandé. Elle n'a jamais réclamé une faveur. Et pourtant, elle est la preuve vivante que notre entreprise repose sur des piliers humains invisibles. Il fit une pause. Son regard balaya la salle. Ce que j'ai vu m'a ouvert les yeux. J'ai compris une chose, les chiffres ne disent pas tout. Ce ne sont pas les algorithmes qui chargent les colis. Ce ne sont pas les statistiques qui préparent les commandes sous la pluie, ou qui gardent le sourire malgré la misère. Ce sont des personnes. Des femmes. Des hommes. Des Maria. Un silence lourd s'installa. Personne ne bougeait. Alors il annonça. À partir d'aujourd'hui, nous lançons un programme de soutien prioritaire pour nos employés les plus vulnérables. Tous ceux ayant des enfants à charge et des revenus en dessous d'un seuil déterminé auront droit à des repas gratuits pour leurs enfants, à une assistance à la garde, à un accès facilité à des transports sûrs et subventionnés pour venir travailler. Un responsable RH leva timidement la main. Monsieur Reed, cela va coûter cher. Jonathan le fixa sans colère. Ce qui coûte cher, c'est de laisser des gens s'effondrer en silence. Ce qui coûte cher, c'est de perdre l'âme d'une entreprise. Je ne veux pas seulement une entreprise rentable. Je veux une entreprise digne. Puis il conclut. Je veux aussi qu'on identifie tous les employés comme Maria. Tous ceux qui donnent sans compter, sans jamais demander. Et je veux qu'on leur offre enfin la stabilité qu'ils méritent. Contrat fixe. Formation. Accompagnement. On ne bâtira pas l'avenir avec des profits trimestriels. On le bâtira avec de la reconnaissance. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Puis, lentement, des têtes hochèrent. Certains cadres baissèrent les yeux, honteux de n'avoir jamais vu ce que Jonathan avait vu. D'autres, plus jeunes, souriaient avec espoir. Ce jour-là, dans cette salle aux murs blancs et froids, quelque chose s'était produit. Un PDG avait changé. Et avec lui, une entreprise entière commençait à se transformer. Une semaine plus tard, dans le grand amphithéâtre vitré du siège social de North Cross Solutions, décoré aux couleurs de l'entreprise, se tenait la réunion annuelle la plus attendue de l'année. Plus de 600 employés, cadres,
Investisseurs, partenaires et membres de la presse spécialisée étaient présents. Le décor était sobre mais élégant, une grande scène noire, des lumières chaudes, des panneaux LED diffusant les résultats trimestriels et les projections futures. Mais cette année, quelque chose d'inédit flottait dans l'air. Une rumeur courait. Le PDG allait faire un discours différent. Plus personnel. À 10 heures précises, Jonathan Reed monta sur scène, vêtu d'un costume bleu nuit, sans cravate. Il ne tenait ni téléprompteur, ni fiche. Il se posta devant le pupitre. Sa voix, claire et posée, résonna dans l'amphithéâtre. Avant de parler de résultats, d'objectifs ou de croissance, je voudrais vous raconter une rencontre. Un silence tomba aussitôt. On l'écoutait. La semaine dernière, j'ai visité un quartier que je ne connaissais pas. J'ai franchi la porte d'une maison modeste. Et j'y ai rencontré une femme dont la dignité, le courage et la force m'ont bouleversé. Il marqua une pause. Son regard se dirigea vers le fond de la salle. Elle s'appelle Maria Bennett. Elle est opératrice logistique dans notre centre de Southside. Depuis près d'1 an, elle travaille des doubles shifts sans jamais se plaindre. Elle a élevé 3 enfants qui ne sont pas les siens. Elle a renoncé à ses rêves pour les sauver des services sociaux. Et pourtant, elle est restée invisible à nos yeux. Dans la foule, Maria baissa la tête, les mains crispées sur ses genoux. Elle était assise au dernier rang, entourée de collègues qui, soudain, la regardaient autrement. Maria n'a jamais demandé de récompense. Elle n'a jamais levé la main pour se mettre en avant. Elle a simplement fait ce qu'il fallait. Jour après jour. Sans bruit. Sans lumière. Avec l'endurance silencieuse des vrais héros. Un frisson parcourut la salle. Aujourd'hui, je veux réparer un oubli. Et je veux que cela marque un tournant pour notre culture d'entreprise. Il fit un signe discret vers l'équipe d'organisation. Les projecteurs pivotèrent vers le fond de la salle, où Maria était désormais éclairée par un faisceau doux. Une employée s'approcha d'elle et lui tendit la main pour l'inviter à monter. D'abord, Maria hésita. Elle secoua légèrement la tête, comme pour dire « je ne peux pas ». Puis elle vit les regards. Encouragement sincère. Respect. Curiosité bienveillante. Et elle se leva, les jambes un peu tremblantes, et traversa lentement l'allée centrale, sous les applaudissements. Certains se levèrent. D'autres sortirent discrètement leur téléphone pour capturer le moment. Lorsqu'elle monta sur scène, ses mains étaient moites, son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans ses oreilles. Jonathan l'accueillit avec un sourire plein de chaleur. Il ne jouait pas un rôle. Il était ému, profondément. Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la lui tendit. « Maria, voici votre nouveau contrat. » Elle le prit, les doigts tremblants. « Je suis fière d'annoncer que vous devenez dès aujourd'hui superviseure adjointe du centre de Southside, avec un contrat permanent, un doublement de salaire, et, parce que vos enfants méritent les mêmes chances que les autres, une bourse complète pour couvrir leur scolarité jusqu'à l'université. » La salle éclata d'applaudissements. Un tonnerre sincère. Des standing ovations éclatèrent à droite, puis à gauche. Certains avaient les larmes aux yeux. Des cadres, d'ordinaire si rigides, souriaient largement. Maria, elle, restait figée. Les larmes coulèrent sans qu'elle les sente venir. Pas des sanglots. Pas du chagrin. Un débordement de soulagement, de gratitude et de dignité retrouvée. Elle murmura, dans le micro que l'on tendait. Je n'ai jamais rien fait d'extraordinaire. Sa voix était à peine audible. Jonathan se tourna vers elle. Justement, répondit-il calmement, en regardant la salle, ce sont ceux qui se battent sans lumière, sans reconnaissance, sans relâche, qui méritent qu'on éclaire enfin leur chemin. Et ce jour-là, sous les projecteurs d'un monde d'entreprise souvent trop froid, la lumière s'était posée sur une femme ordinaire au cœur extraordinaire. Des mois plus tard, bien après les applaudissements, les articles dans la presse et les larmes partagées sur scène, quelque chose avait changé en profondeur au sein de North Cross Solutions. Ce n'était pas une simple évolution stratégique. C'était une mue humaine. Dans les couloirs du siège, autrefois froids et silencieux, on entendait désormais des rires d'enfants lors des journées famille.
Les employés parlaient avec plus d'ouverture, les cadres saluaient les magasiniers par leur prénom. On organisait des repas collectifs, des moments d'écoute, des temps pour prendre soin, pas seulement de la productivité, mais des personnes. Et surtout, une annonce bouleversa durablement la culture de l'entreprise, la création du fonds Maria Bennett, un programme d'aide interne dédié aux employés en situation de précarité ou de crise familiale. Ce fonds, financé à la fois par l'entreprise et par des dons volontaires du personnel et des partenaires, offrait des aides d'urgence pour le logement, les soins médicaux ou les frais scolaires. Des congés exceptionnels payés pour les aidants familiaux ou les victimes de violences. Un accompagnement psychologique et juridique confidentiel. Et surtout, une reconnaissance humaine, personnalisée, loin des formulaires impersonnels. Jonathan Reed, autrefois PDG rigide, presque mécanique, avait changé. Il n'était plus le même homme. Ceux qu'il avait connus avant parlaient d'un regard devenu plus doux, d'un ton moins sec, d'un homme qui avait appris à écouter avant de décider. Lors du lancement officiel du fonds, il déclara devant les caméras. Pendant des années, j'ai cru qu'un tableau Excel pouvait me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. J'avais tort. Ce que je n'avais pas vu, c'est que le cœur d'une entreprise ne bat pas dans les chiffres. Il bat dans la poitrine de ceux qu'on ne voit pas. De ceux qui arrivent avant tout le monde, repartent après tous, et ne se plaignent jamais. Ce fonds, ce n'est pas un hommage. C'est une promesse. Une promesse de ne plus jamais fermer les yeux. Le nom, Fonds Maria Bennett, fut inscrit en lettres sobres sur une plaque à l'entrée du siège, en dessous d'une citation de Maria, désormais célèbre. Je fais juste ce que je peux. Ce que je dois. Dans les entrepôts de Southside, des employés témoignaient que Maria, désormais superviseure adjointe, les saluait chaque matin avec la même modestie, mais avec une lumière dans le regard que beaucoup trouvaient contagieuse. Elle n'avait pas changé de posture. Mais elle marchait plus droite, comme si, enfin, le monde reconnaissait le poids qu'elle avait porté seule pendant trop longtemps. Elle continuait à faire ses tournées, à aider les nouvelles recrues, à proposer des horaires plus souples pour les mères célibataires. Et le soir, lorsqu'elle rentrait dans la même maison de West Englewood, devenue un peu plus confortable grâce à son nouveau salaire, elle préparait encore du riz et des haricots, mais avec des ingrédients un peu meilleurs, et surtout, avec moins de peur du lendemain. Dans les mois, puis les années qui suivirent, l'histoire de Maria Bennett fut racontée dans les séminaires de formation, dans les écoles de commerce, dans les conférences sur le leadership humain. On ne parlait plus seulement de productivité, mais de dignité au travail. De justice sociale. De bienveillance structurelle. Et dans les couloirs de North Cross, on murmurait que l'entreprise avait retrouvé son âme. Pas grâce à une levée de fonds. Pas grâce à une fusion. Mais grâce à une femme invisible, qui, dans le silence, avait fait ce que beaucoup n'osaient même pas imaginer. Tenir debout quand tout s'effondrait, et tendre la main aux autres, même épuisés.